Bon, je pense que je vais utiliser le micro. Je ne sais pas si c'est mieux aussi. Donc, un grand merci au Musée de la Photo pour nous accueillir ici aujourd'hui. Un grand merci aussi à Jackie et Madagascar, parce que c'est à la proposition de Jackie qu'on fait cet événement aujourd'hui. Et donc, merci beaucoup de m'accueillir voilà, pour cette occasion aujourd'hui. Et comme Jackie l'a dit, j'aimerais beaucoup d'avoir un échange parce que je suis toujours au milieu de mes recherches. En fait, c'est pas encore fini. J'ai pas encore vraiment des grandes interprétations ou analyses à proposer. Donc voilà, je suis content qu'il y a quelques historiens, des étudiants de l'histoire ici aujourd'hui. Il y a quelques musiciens. Il y a aussi des journalistes qui ont vraiment vécu aussi l'histoire du jazz ici à Tana, à Madagascar. Et donc voilà, ça serait un plaisir d'avoir un échange plutôt que c'est que moi qui va parler et qui va vous raconter ce que j'ai trouvé pendant mes recherches. Donc pour aujourd'hui, j'ai décidé de parler surtout de l'histoire du jazz à Madagascar, parce que c'est le format du Café Histoire, donc voilà, le choix c'était ça. Et je pense que je suis arrivé de faire quelques découvertes aussi dans les archives, donc voilà, j'avais envie de partager ça un peu aujourd'hui. Mais aussi, je veux remercier aussi les musiciens, le Manuisu Rasomel Trio, quartet avec Noah aussi à la trompette. Ils ont déjà interprété un morceau de Louis Rasua Naiv, interprété à l'époque dans les années 50 par les Rabesson Miralai. C'était enregistré en 59. Je vais revenir sur cette chanson. Et Manu, il est accompagné par Ansali Andiamasimanan à la batterie, ou au cajon plutôt aujourd'hui, et par Miaru Wakutlupu à la basse. Donc un grand merci à vous aussi d'être venus, de nous accompagner avec un peu de musique. Ils vont jouer encore d'autres morceaux de l'histoire du jazz à Madagascar plus tard. Et voilà, le titre du chanson, je ne sais pas si j'ai déjà dit, c'est Tuture Pikavavau de Louis Rasua Naiv. Et voilà, j'ai déjà dit, je suis toujours, bonjour Jenny, merci d'être venue. Je suis toujours au milieu de mes recherches et donc je me sens même un peu intimidé de déjà parler de mes données, mais je vais essayer de faire mon meilleur. Donc ma proposition pour aujourd'hui, c'est de parler un peu, comme on a annoncé, de l'histoire du jazz à Madagascar, un peu de la genèse d'un jazz malagasque, ce qu'on peut appeler peut-être un jazz malagasque, parce que il y a quand même pas mal de groupes qui font certaines fusions entre des musiques traditionnelles de Madagascar et le jazz. Donc voilà, j'aimerais parler de ça. Et avant, je vais essayer d'expliquer un peu voilà, pourquoi il y a un Allemand qui fait des recherches sur le jazz à Madagascar. Parce qu'on me pose toujours cette question, je sais que tout le monde a toujours cette question, donc je vais essayer de parler un peu de ça et aussi expliquer comment ça se déroule, comment ça se fait les recherches en anthropologie, surtout les recherches en anthropologie de la musique. Je ne suis pas historien, donc les recherches sur l'histoire, je le fais aussi parce qu'il n'y a pas vraiment encore des recherches sur l'histoire du jazz à Madagascar. Donc j'essaie de faire ça en même temps. Je sais qu'il y a des historiens qui connaissent très très bien l'histoire du jazz ici. Et donc voilà, je suis très, très ravi que vous êtes venus aussi aujourd'hui. J'ai appris un proverbe avec un des musiciens ici à Tana. Manapaka Teni, Manapaka Aina. Mais je vous en prie, n'hésitez pas de m'interrompre. Je serai vraiment heureux d'avoir votre participation. Et donc, il n'y a aucun souci si même au milieu de mes propositions là ici, vous pouvez toujours m'interrompre avec des questions. Il n'y a vraiment pas de souci. Donc, pourquoi faire des recherches sur le jazz à Madagascar? Des fois, j'entends, on me dit parfois que oui, qu'est-ce que tu fais ici? Le jazz, c'est une musique américaine. Les musiciens ici à Madagascar, ils sont loin d'être aussi bons que leurs idoles américains ou les musiciens en Europe, etc., etc. Et donc, on me demande, oui, pourquoi tu fais des recherches sur le jazz ici à Madagascar? Mais je pense que d'une part, ces remarques ne sont pas correctes à plusieurs égards, et d'autre part,
ces critères-là, ce n'est pas vraiment des critères pour déterminer si un sujet est intéressant ou important pour l'anthropologie. C'est ce qui est bien plus important pour les recherches en anthropologie, c'est déjà la présence d'une musique en tant que phénomène culturel. Et cela implique surtout de se poser des questions comme voilà, comment ça se fait que le jazz fasse partie de musique populaire de Madagascar déjà. Et comment c'est arrivé, comment il pouvait s'établir et se répandre sur une si longue période ici à Madagascar comme musique. Et aussi quelle influence a cette musique sur les individus et sur la société elle-même. Donc même si le cercle des amateurs du jazz reste toujours un peu petit comparé à d'autres genres de musique ici à Madagascar, et cette influence est modeste, mais l'influence est là, la musique est là, et donc comme phénomène culturel, c'est déjà assez intéressant comme sujet pour l'anthropologie. Et pour Madagascar, c'est aussi particulièrement intéressant parce que l'appropriation du jazz s'inscrit bien dans l'ensemble de l'histoire culturelle et musicale de Madagascar. Et quand je parle de Madagascar, oui, plus précisément, c'est souvent les autres plateaux, c'est surtout Antananarivo, parce que vous savez très bien que même musicalement, il y a oui, une grande division, on peut dire, entre la côte et les autres plateaux. Donc quand je parle de Madagascar, oui, plus précisément, c'est les autres plateaux, c'est Tana. Mais quand on regarde l'histoire culturelle, l'histoire musicale, il y a toujours cette réciprocité ou interdépendance entre le développement culturel à l'intérieur et l'intégration des influences extérieures. Pour juste mentionner deux petits exemples, c'est par exemple le développement du iragas au XIXe siècle déjà, était influencé par exemple par la musique militaire anglaise, c'était une des influences, ou encore aussi le théâtre musical qui était très très populaire au début du XXe siècle, surtout dans les années 1930. C'était influencé par exemple par des opérettes françaises en fait, et aussi d'une partie des théâtres bibliques des missionnaires britanniques. Donc tout récemment, ces deux exemples montrent qu'il y a toujours ça dans la musique, qu'il y a des influences, plusieurs influences, parce que si on va encore plus loin dans l'histoire, on va trouver d'autres mélanges, d'autres influences culturelles qui font toujours cette évolution ou ce développement d'une culture de musique. Et c'est aussi le cas pour le jazz. Et donc même si la scène jazz de Tana a longtemps été très petit et aussi relativement exclusif, on peut dire, on peut aussi constater que les influences du jazz ont toujours été présentes et petit à petit, avec le temps, au fil du temps, se sont diffusées de plus en plus. Et donc il y a pas mal de raisons pour lesquelles il a été déjà aussi suggéré par des chercheurs en ethnomusicologie surtout, mais aussi en anthropologie, d'effectuer des recherches sur le jazz à Madagascar. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet pour mes recherches. Après, il y a aussi un peu l'hasard qui joue des fois. Par exemple, pour moi, j'étais intéressé vraiment de faire des recherches en anthropologie de la musique comme ma deuxième spécialisation pour le postdoctorat. Et après, c'était mon superviseur, le professeur qui a proposé Madagascar parce qu'il connaît très bien, parce qu'il a fait ses recherches ici. Donc là, il y a aussi toujours un peu une côté d'hasard dans pourquoi c'est cette personne-là qui fait ces recherches. Donc, voilà comment je travaille, comment sont les méthodes et le processus de recherche. D'une part, en tant qu'ethnologue ou anthropologue, je me concentre surtout sur le présent. Je participe à la scène jazz dans la mesure possible pour moi. Je ne suis pas musicien, donc je suis toujours aussi en train d'apprendre pour la musique.
Mais par exemple au Jazz Club CGM, je peux bien participer. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en train d'apprendre le jazz aussi. Donc là, je participe un tout petit peu comme musicien aussi. Mais sinon, j'assiste beaucoup sur des répétitions pendant les événements, les cabarets, surtout aussi maintenant pendant le Madagascar. Et je fais aussi beaucoup des entretiens, pas qu'avec des musiciens, mais aussi avec des amateurs de jazz, des passionnés, des mélomanes, aussi avec des médiateurs culturels ou bien des journalistes aussi. Et tout ça, c'est vraiment pour comprendre la scène du jazz comme milieu social et comme milieu culturel. Et pour comprendre voilà, comment ça se fait, le développement du jazz en ce moment-là à Tana, et comment est la perception et la réception du jazz dans la société urbaine d'Antananarivo. Et d'autre part, j'avais dit, et je vais parler surtout de ça aujourd'hui, je travaille un peu sur l'histoire du jazz à Madagascar. Donc j'ai fait aussi des interviews biographiques avec des musiciens et bien aussi avec d'autres personnes. Et aussi, je travaille un peu aux archives, par exemple aux archives nationales, ou bien dans les archives des journaux, parce que c'est surtout là qu'on trouve voilà, des articles qui parlent de certains événements jazz dans le temps. Voilà, jusque-là, quelques aspects de mon travail, comment je travaille, voilà, vu les méthodes, le processus de recherche. Jusque-là, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Sinon, je vais continuer avec l'histoire. Et si jamais vous avez encore des questions sur mes recherches, n'hésitez pas de les poser plus tard même aussi. Donc, en ce qui concerne les débuts du jazz à Madagascar, je me suis toujours demandé, au cours de mes recherches, si la version qui circule ici à Tana à ce sujet était vraiment exacte. Parce que quand j'ai commencé mes enquêtes sur le terrain l'année dernière, et lorsque j'ai établi les premiers contacts et eu mes premières discussions, on a toujours évoqué les années 50, et on a évoqué les familles comme les Rapesson ou bien d'autres qui ont joué au Jazz Club de Tananarive, au Centre culturel Albert Camus dans les années 60. Voilà, on a parlé de ça comme les débuts du jazz. Mais pour moi, la question est toujours restée ouverte parce que dans de nombreux pays d'Afrique, on jouait déjà du jazz à partir des années 20 ou des années 30, parce qu'il y avait toujours déjà l'influence française, surtout voilà, avec la colonisation française, britannique ou bien américaine pour le cas d'Afrique du Sud. Il y avait beaucoup d'influence des États-Unis déjà, tout ce qui concerne le jazz. Et donc, voilà, je me suis toujours demandé, peut-être je trouverai des coupures de presse ou d'autres documents pour me renseigner c'était quand vraiment les débuts du jazz à Madagascar. Et ce que j'ai trouvé dans les archives nationales, dans des coupures de presse, par exemple des journaux, des journaux comme le Madécas ou un hebdomadaire, le XXe siècle, des débuts des années 30. Donc il y avait bien déjà des événements jazz à Tana et même à Majanga. Et donc il y avait des groupes qui ont joué par exemple dans l'hôtel Fumaroli, ou bien aussi dans le bar qui fait partie, je pense, de Fumaroli aussi, le Caveau. C'était toujours connu, je pense, dans les années 50 et 60 même. Mais il y avait déjà, voilà, on trouve des petites annonces, on trouve des petits articles. Il n'y a pas beaucoup d'explications là-dedans, donc c'est toujours pas facile pour moi de lier ces données, de lier ce que je trouvais avec d'autres données. Mais on trouve aussi des articles qui parlent des musiciens malgaches, donc je pense bien que c'était des musiciens malgaches qui ont déjà joué du jazz dans les hôtels. C'est sûr que la clientèle, c'était surtout des Français. On trouve même des articles qui parlent des propriétaires d'hôtels qui ne voulaient pas des malgaches dans leur établissement. Donc je pense qu'à cette époque-là, c'était vraiment un peu fermé à ce niveau-là. Mais il y avait déjà les musiciens, il y avait déjà des gens qui ont commencé de s'intéresser pour le jazz. Et
voilà, il y a une groupe qui est surtout mentionné dans ces articles-là ou dans ces annonces, c'est le groupe ou orchestre Lamy, ou Lamy, je ne sais pas trop comment on prononce ça, mais j'ai rien trouvé sur cette groupe. Donc s'il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut me renseigner sur cette groupe-là, ça sera super parce que voilà, les articles parlent juste de cette groupe et que voilà, il y avait un bal avec la musique du jazz, l'ami, mais je ne sais pas bien qui c'était. Oui. Du groupe l'ami, là je ne sais pas. C'est juste, je trouve plusieurs articles différents. Un article par exemple qui parle d'un groupe de musiciens, qui parle de ses propriétaires qui ne voulaient pas des malgaches dans son établissement. Et là, l'article parle des musiciens malgaches. Mais après, dans l'article qui parle du groupe LAM, c'est même pas indiqué si c'est des malgaches ou si c'est des français. Là, je ne sais pas. Donc là, je suis toujours en train de chercher. Je n'ai pas encore fini les recherches dans les archives. Mais voilà. Donc là, je me suis un peu perdu, mais c'est pas grave. Donc, à côté de ça, les articles qui parlent des soirées bal ou des animations, on trouve aussi, par exemple, des critiques des derniers disques de jazz. Donc, le long article là, on ne peut pas bien lire, mais c'est juste pour montrer, voilà, c'est des critiques des derniers disques de jazz des États-Unis, par un correspondant à Paris, mais c'était dans un journal aussi à Tana. Et aussi des annonces, par exemple, pour des magasins de disques comme cela, un magasin de disques à Isorac, où on pouvait se procurer des derniers disques, des labels comme La Voix 200 mètres, ou aussi bien le label Swing, qui était le premier label dans le monde qui a publié exprès juste du jazz. C'est un label français. Et j'ai aussi retrouvé quelques de ces disques chez des gens à la maison. Donc il y a des gens qui ont gardé ces disques-là. Donc soit il y avait des malgaches qui ont fait des études en France, qui ont amené des disques ici à Antananarivo, mais il y avait aussi des magasins de disques qui ont déjà vendu des disques de jazz ici. Donc le jazz c'était disponible, c'était pressant à partir des années 30 ici. Et c'est oui, à peu près à partir des années 40 qu'on sait qu'il y avait, ou on connaît les noms aussi de quelques musiciens qui ont commencé à jouer du jazz. Et là, il s'agit surtout de la famille Rabesson, aussi d'autres musiciens. Mais je peux dire, par exemple, pour l'aîné des frères Rabesson, qui était très très connu comme musicien de jazz dans les années 50-60 et plus tard aussi, il a vraiment commencé à jouer du jazz à un jeune âge, comme lycéen, comme vous, au début des années 40. Le piano et aussi d'autres instruments. Et c'est à cause de cela qu'avec le temps, et là on rentre un peu dans les années 50, la présence du jazz comme musique se manifeste aussi dans la musique populaire ici à Tana. Donc il y a quelques compositeurs qui sont plutôt des compositeurs de bagasse par exemple, de Kalun Faini, mais qui commencent à intégrer un peu quelques éléments du jazz dans leur musique. Et donc c'est le cas par exemple de Nali Rakut Firing, qui a intégré quelques éléments du jazz ou peut-être du ragtime dans ses compositions. Et il y a aussi le compositeur Louis Rasuanaivu, qui est l'oncle des frères Rabesson, qui a composé des chansons, surtout toujours pour les bals, pour les danses, comme le morceau qu'on a écouté au début, Tuturibe Kavavau, qui s'inspire avec le swing. Ça s'entend vraiment qu'il y a cette influence de swing dedans. Et voilà, on parle de ça comme c'est un foxtrot comme danse, mais en même temps, ça se voit vraiment que là, il y a l'influence de jazz dedans. Et peut-être on peut écouter aussi la chanson originale, l'enregistrement original qui était, comme j'ai dit,
été fait en 59 et sur Discomat comme disque. Fali shilindi, ijuran ifaliavan, katsiume tulatazan, abage isanidi, fatiruni mififi, tudure dijavovo, miaruku iratu izau. Abage isanidi, fatiruni mififi, tudure dijavovo, miaruku iratu izau. Donc j'ai laissé jouer jusque-là parce que ça se voit vraiment, il y a vraiment une structure jazz quand on parle de la musique. Il y a l'introduction du thème au début, après il y a une partie chant et après il y a les improvisations entre les autres instruments et la batterie. Donc c'est vraiment voilà, une reprise de la structure des standards du jazz. Et voilà, on peut dire que c'est aussi un standard de jazz pour Madagascar. J'ai pas encore entendu la morceau sur les cabarets, mais voilà, ça peut se faire aussi, c'est vraiment comme un standard, je dirais. Et donc, on retrouve beaucoup des disques Discomat sur YouTube. Donc, si vous êtes musicien, voilà, pour étudier un peu ça. Et si vous êtes intéressé, je peux vous envoyer aussi les liens pour certains comptes YouTube qui sont en train de digitaliser tous les disques Discomat. Et donc là, on peut vraiment retrouver et faire beaucoup de redécouvertes. Ouais. Voilà, et ça se voit aussi, voilà, c'était vraiment la musique pour danser. Et il y a pas mal de gens qui m'ont parlé de l'expression Dao Jazz. Donc voilà, allez-en, viens, allons danser, peut-être on peut dire comme ça. Et donc c'était vraiment une expression pour dire que voilà, on va aller danser, on va aller jazzer. Et donc ça se voit que c'était vraiment la musique pour danser. Quand on parle du jazz aujourd'hui, ça se voit plus. C'est la même chose en Europe. En Europe, le jazz est devenu très très académique même des fois. Et aussi ici, le jazz fait plus partie de la musique pour les danses, pour les bals. Mais à cette époque-là, c'était toujours le cas. Et ça se voit vraiment aussi dans les compositions alors, des compositeurs malgaches. Donc voilà, comme je viens de dire, les musiciens qui ont enregistré ce morceau, les Rabesson Mirala, ils sont vraiment connus comme cofondateurs de la scène jazz à Tana. Il y a aussi d'autres familles, comme la famille Andiamanour, Raeroson, Rakuto Arivuni, qui faisait partie de cette groupe-là, qui a un peu plus tard, avec la création du centre culturel Albert Camus, 64, créé le Jazz Club de Tananarive, et qui ont trouvé un lieu aussi pour jouer dans un lieu public, on peut dire, parce qu'avant, souvent, c'était plutôt dans les familles, à la maison qu'on a joué.
c'est sûr que ça reste toujours, comme j'ai dit, un peu exclusif, un petit monde de musiciens. Mais voilà, déjà ça commence un peu à se diffuser, on peut dire. C'est sûr que le jazz comme musique, c'est partout pareil, ça reste toujours une musique de connaisseurs, c'est toujours une musique pour les musiciens. Et aussi, là c'est toujours intéressant, c'est vrai aussi pour nombreux d'autres pays en Afrique, une musique de la bourgeoisie, on peut dire un peu des intellectuels aussi, mais c'est aussi toujours une musique un peu pour se distinguer, ça fait partie aussi de l'histoire du jazz. Et c'est aussi le cas à Madagascar. Donc, avec la création du Centre culturel Albert Camus et le Jazz Club de Tananarive, il y a pas mal de concerts qui sont organisés au Centre culturel Albert Camus et aussi pas mal de concours, par exemple. Et je ne sais pas si quelqu'un était, par exemple, sur le concert pour fêter les 60 ans de scène de Fanza N'Diamanantena. Là, elle a aussi expliqué comment c'était pour elle, parce que pour démarrer comme chanteuse, elle a commencé aussi sur un concours au Centre Albert Camus et aussi dans ce cercle de musiciens. Et donc voilà, ça fait partie aussi de l'histoire du jazz à Madagascar, qu'il y avait toujours cette influence de la musique jazz et des musiciens jazz, aussi pour le variété. Donc là, c'est tout un débat. Est-ce que la musique de Fanza, c'est du jazz ou c'est du variété? Peut-être on peut en parler aussi plus tard dans la discussion. Parce que c'est sûr que pour un grand public, Fanza N'Diamanantena, la Latina, Rita Ramanantuan, c'est ça le jazz. C'est ça qui représente le jazz à Madagascar. Mais il y a beaucoup de musiciens qui disent oui, mais non, c'est pas du jazz. Le vrai jazz, c'est autre chose. Mais ça aussi, ça fait toujours partie de l'histoire du jazz, pas que à Madagascar, mais partout. On parle toujours du vrai jazz, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Et c'est qui décide? C'est qui a le droit de dire que ça c'est jazz et ça c'est pas jazz? Donc voilà, peut-être on peut, oui. C'est un mélange. Ouais. Tu as parlé tout à l'heure de Fanza N'Diamanantena, mais elle aussi, son idée principale, c'est de dire je partage. Et elle partage beaucoup avec les musiciens de jazz, on prend par exemple le Weber Trio. Elle partage avec des musiciens de jazz, là tout dernièrement, elle était avec des musiciens de jazz de l'Alliance française, de la Jazz Club. Mais ce de dire, c'est je veux promouvoir ces jeunes-là et je veux aussi partager ce que j'ai et apprendre surtout de ces jeunes. Oui. Oui, c'est toujours ça, ça fait toujours aussi partie de... Oui, il y a une autre intervention. Et auparavant, tu viens de dire que le jazz a influencé la musique populaire. Mais du fait, la musique populaire n'est pas... On peut considérer la musique populaire comme étant une musique pour les peuples, pour tout le monde en fait, et qui ne marginalise personne. De ce fait, est-ce que tu peux vraiment définir c'est quoi alors cette musique populaire qui a été influencée tout d'abord? Et si tu n'as pas cette information-là, comment tu peux définir une musique qui est populaire? Merci. Oui, c'est des super questions et voilà, c'est des belles interventions parce que j'ai prévu de parler de tout ça aussi. Par rapport aux fusions avec les instruments et la musique malgache, je vais en parler encore, donc je vais prendre tes questions. Oui, moi je pense qu'on ne peut jamais dire qu'est-ce que c'est le vrai jazz. Parce qu'il y a une discussion assez idéologique aux États-Unis sur le jazz, sur les origines du jazz, parce qu'il y a toujours l'intérêt aussi de canoniser, de institutionnaliser, et c'est sûr aussi avec l'histoire oui, très, très compliquée et difficile aussi aux États-Unis. C'est sûr qu'il y avait toujours un certain intérêt quand on parle de l'histoire du jazz, les origines du jazz, de valoriser les contributions des Afro-Américains.
Et donc, il y avait un débat, quand on parle des recherches du jazz ou l'histoire du jazz, il y avait un grand débat, surtout dans les années 80-90 aux États-Unis, surtout comme acteur Wynton Marsalis, qui était devenu directeur du Jazz at Lincoln Center. Et ça fait vraiment partie d'institutionnalisation du jazz aux États-Unis, de créer des lieux, des endroits pour valoriser l'histoire du jazz. Et lui, il a vraiment une idée du jazz un peu conservatrice, un peu... Voilà. Quand il parle des origines du jazz, pour lui, c'est... il faut que le jazz swing. Déjà, c'est un critère pour lui. Il faut que la forme, ça reste toujours lié au blues, par exemple, aussi. Et donc, il y a plusieurs critères comme ça pour définir le jazz. On peut toujours faire ça. Pour moi, en tant que chercheur, anthropologue, c'est pas intéressant de définir le jazz. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est les discussions autour de ces définitions. Parce que ça existe toujours aussi, ici à Madagascar, il y a pas mal de musiciens qui ont cette idée du vrai jazz et qui veut définir le jazz aussi avec le swing, avec d'autres ingrédients, avec d'autres éléments quand on parle de la musique. Mais déjà, pour la création du jazz, c'était pas que ça. Il y avait beaucoup plus d'influence et ce que j'aime beaucoup d'utiliser comme métaphore, c'est toujours le delta du Mississippi. Et après l'océan, parce qu'il y avait beaucoup des influences qui se croisent, comme le fleuve, un delta de fleuve. Et voilà, parce que le jazz est né surtout dans le sud des États-Unis. Et le delta du Mississippi, là, c'est vraiment la naissance de blues. Et donc, j'aime utiliser cette image, cette métaphore, parce qu'il y a beaucoup des influences, aussi beaucoup des influences européennes, beaucoup des influences de la musique latine et beaucoup des influences des musiques africaines. Et c'est pas que l'héritage afro-américain. Je comprends toujours que par rapport à cette histoire aux États-Unis, qu'il y avait cet intérêt-là de valoriser l'héritage afro-américain. C'est très important et il faut toujours le faire, mais il ne faut pas oublier au niveau de la musique. Et voilà, ça c'est vraiment aussi, ça fait partie de la culture, c'est ça la culture. C'est toujours le mélange, il y a toujours beaucoup des influences qui se mélangent, qui sont traditionnalisées. Les historiens, les étudiants de l'histoire connaissent ça très très bien. Il y a toujours aussi un j'utilise des mots trop compliqués pour moi. Traditionnalisation de culture. Et ça fait partie de l'histoire du jazz aussi. Quand on parle des standards du jazz, c'est aussi assez intéressant pour cette définition du vrai jazz, parce qu'aujourd'hui, ça se institutionnalise, c'est aussi les standards du jazz. Et pour les écoles de jazz, pour les musiciens de jazz, il faut toujours apprendre ces standards, parce que ça fait partie du langage du jazz, parce qu'on apprend beaucoup des phrases avec apprendre les standards. Comme musicien, vous savez ça très bien. Et pour vraiment faire l'apprentissage du jazz, aussi dans les conservatoires, ça fait partie voilà, de ça. Mais après, il y a aussi un problème avec ça, parce qu'à partir des années 70, ils se sont créés des livres, un peu au niveau informel au début, mais aujourd'hui, c'est comme si c'est des livres officiels pour les standards du jazz. Et c'est difficile à créer des nouveaux standards. Parce qu'au début, les standards, c'était des chansons de théâtre musical, des chansons de Broadway, par exemple, qui sont devenues des standards. Mais l'histoire, ça ne s'arrête pas là. L'histoire continue toujours, la culture continue toujours à se mélanger. Et avec tous les genres de jazz qu'on a vus depuis, il y avait pas mal d'autres chansons et pas mal d'autres essais d'intégrer d'autres musiques, d'autres chansons de la musique, ce qu'on appelle la musique populaire. Moi, je dirais toujours que le jazz fait partie de la musique populaire. Même s'il y a toujours cette distinction entre musique classique, jazz, musique populaire, mais le jazz, ça fait vraiment partie aussi de la musique populaire. Même s'il y a toujours ces distinctions entre
voilà, musique populaire, musique pour les autres classes ou je ne sais pas quoi. Mais c'est pas ça la musique, ça se mélange toujours et voilà. Donc, pour moi, comme anthropologue, ces distinctions qu'on fait avec la musique, on utilise la musique pour d'autres buts, pour se distinguer, par exemple, socialement. Et donc, ça, c'est toujours intéressant de voir ça, parce que ça, voilà, là, ça se voit toujours les liens entre la musique et la société. C'est ça qui est toujours intéressant pour moi comme anthropologue. J'espère que j'ai répondu un peu à ta question. On peut en revenir peut-être dans la discussion. Donc voilà, Jackie il a déjà parlé des fusions entre musique malgache, instruments malgaches qui sont utilisés dans la musique jazz aussi. Et cette histoire, ça commence là avec le Jazz Club du Tananarive. Parce qu'il y avait une collaboration, on connaît ça très bien aujourd'hui encore, avec le Madagascar aussi. Il y a toujours des musiciens d'étrangers qui sont invités ici à Tana, surtout aussi avec les centres culturels. Et le centre culturel Albert Camus a invité Jeff Gilson, un jazzman français dans les années 60, fin des années 60, au centre culturel Albert Camus, pour faire une collaboration avec ces jeunes-là, avec ces jeunes musiciens. Et ils ont aussi enregistré un disque, un album, le Jazz Club de Tananarive et Jeff Gilson, avec 5 compositions de Jeff Gilson. Mais là, déjà, il s'inspirait un peu avec tout ce qu'il a entendu ici à Madagascar, avec les musiciens. Et il y a aussi une composition de Serge Aerosson, qui était vraiment aussi un hit dans les radios à l'époque. L'album était enregistré en 68, mais était publié en 72 en France sur le label Jazzman et à Madagascar sur Discomat aussi. Et voilà, avant que je continue de parler, j'ai déjà trop parlé je pense, on va entendre ce morceau-là, Avaradou, et je pense qu'il y a des personnes présentes qui connaissent encore ce chanson-là. Donc voilà, c'est encore le Manouissou Rassamuel Quartet aujourd'hui.
revisiter ces morceaux parce qu'il y a des labels français et anglais qui ont republié ces albums. Parce qu'après cet premier album, la collaboration a continué à Paris. Il y avait 3 autres albums qui étaient enregistrés. Voilà, ton frère Gisèle, il a aussi joué sur les enregistrements à Paris, Gérard, à la basse. Et donc il y avait plusieurs albums qui étaient créés dans cette collaboration avec Jeff Gilson. Et l'album là, Gilson et Malagas, c'était publié en 2014 sur un label anglais. On le retrouve sur Spotify par exemple, aussi sur YouTube. Et le Malagas Gilson, avec les autres albums aussi, c'était publié avec La Souffle Continue, un label français. Et on le retrouve aussi pour le streaming sur Bandcamp, par exemple. Donc voilà, si vous voulez chercher sur Google ou avoir les liens, voilà, vous pouvez me demander pour les liens aussi. Mais voilà, j'ai déjà dit qu'il y a des musiciens qui sont allés à Paris. Donc quand on parle des années 60, surtout 70, il y a aussi pas mal des musiciens qui sont partis de Madagascar. Et ça fait toujours aussi partie de la musique jazz à Madagascar, qu'il y a pas mal de musiciens qui décident de partir d'ici. Je pense qu'il y a toujours plusieurs raisons, aussi jusqu'à aujourd'hui. Dans l'époque, et même aujourd'hui, peut-être aussi toujours la situation politique, mais aussi le fait que déjà il n'y a pas de conservatoire, par exemple, ici à Tana. Il y a pas mal des écoles de musique qui se sont créées jusqu'à aujourd'hui, mais pour vraiment faire les autres études en musique, voilà, c'est toujours comme ça qu'il y a pas mal de musiciens qui décident d'aller en France, par exemple, ou aux États-Unis, et après qui restent aussi souvent en Europe ou ailleurs, qui reviennent, surtout souvent pour le Madagascar aussi, mais qui décident peut-être aussi pour pouvoir faire vraiment une carrière internationale, de rester en Europe. Et là aussi, je vois ça beaucoup aussi dans mes entretiens, parce que je pense qu'il y a vraiment plusieurs raisons. C'est assez difficile déjà au niveau de visa. On connaît très bien la situation politique mondiale, on connaît très bien la politique contre l'immigration en Europe. Et voilà, c'est aussi à cause de ça que c'est toujours très difficile d'obtenir les visas, même si on est invité sur un festival en Europe, ça reste toujours difficile. Et donc voilà, ça fait partie des raisons qu'il y a des musiciens qui décident de s'installer carrément en Europe. Et c'était le cas aussi avec, par exemple, Jeannot Rabesson, qui faisait partie des frères Rabesson. Aussi la génération après, un musicien qui est très connu dans le monde du jazz, Tony Rabesson, batteur, qui est toujours à Paris, je pense, même aujourd'hui. Et aussi un autre musicien très connu dans le monde du jazz, c'est Sylvain Marc, qui avant, je pense qu'il est grandi à Sainte-Marie, c'est ça, ou Tamatave, Sylvain Marc. Ouais. Et qui avait un groupe à Tamatave, le Fuka Mighty Band, dans les années 70. Et là, on sort un peu du vrai jazz, parce que le groupe a joué du funk, mais le funk aussi, ça fait partie du courant de cette Mississippi de jazz. Et voilà, un chanson connue, qui était repris, je connais ça grâce au Jazz Club CGM, parce qu'il y avait un groupe qui a repris Cara Cara, la chanson de Fuka Mighty Band. Mais là aussi, c'était déjà enregistré en France, à Paris, et c'était sur un label français qui a publié ce morceau. Et je pense que dans les années 70, des genres, même le rock ou le funk, c'était pas encore très populaire à cette époque-là. Il y avait quelques mélomanes, il y avait des groupes qui ont commencé à jouer des genres de musique comme ça, mais c'était pas encore vraiment très populaire. Donc même un genre comme le rock, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des groupes comme Mach 4, comme Ambunjuna, qui arrivent à remplir le palais du sport ou bien la place devant l'hôtel de ville à Nalakeli, comme Ambunjuna cette année. Donc c'est devenu très populaire, mais même quand on regarde l'histoire du rock, ça a pris du temps pour que le rock soit si populaire qu'aujourd'hui.
Et pour le jazz, voilà, ça va encore plus lentement, si on peut dire ça. Mais petit à petit, ça se diffuse. Et donc, les années 80, j'appelais la naissance ou la renaissance du jazz malagasy, parce que c'est sûr que pendant la période du socialisme, pendant la Deuxième République, c'était pas toujours facile, mais il y avait toujours des musiciens qui ont continué à jouer. Il y avait toujours le lien entre musiciens jazz et les animations, les balles. Par exemple, Sami Andiamanur, qui est encore très connu aujourd'hui, il a joué aussi dans le groupe Niantsiva sur des balles. Et il a toujours continué à jouer du jazz. Et déjà, à la fin des années 70, il y avait des groupes qui ont carrément décidé de faire des fusions entre des musiques malgaches et le jazz. Et oui, j'ai complètement oublié de dire avec la morceau qu'on a écouté là, à Varatu, là il y a vraiment déjà des influences un peu salées, on peut dire, au niveau de rythme, et dans une forme blues. Et donc là, ça se voit vraiment la mélange entre la forme jazz avec un certain partage au niveau des mesures, quand on parle vraiment de la musique, des mesures de temps dans la forme du morceau, et la rythmique qui est plutôt, voilà, qui s'inspire un peu plus avec la musique traditionnelle malgache. Et à la fin des années 70, il y a quelques groupes, ça reste toujours petit, mais comme le Tariq Kaur, qui a aussi fait des animations, qui a aussi accompagné des chanteurs et des chanteuses plutôt dans la musique variété, mais qui a aussi commencé à faire des mélanges, des fusions entre le jazz et la musique malgache. Et l'histoire qui est, je pense, avec la plupart des gens qui s'intéressent pour le jazz, encore très très connue, c'est sûr. Dans les années 80, il y a aussi la création du Speedy. Il y a aussi des précurseurs à ça. Peut-être, Claude, tu peux nous parler de ça aussi, si tu veux, plus tard. Mais là, ça commence vraiment à reprendre, et c'est pour ça que j'ai appelé ça la renaissance du jazz malagasy, mais aussi la naissance du jazz malagasy, parce que c'est là aussi qu'il y a vraiment des groupes qui créent des fusions jazz malagasy. Et il y a aussi, et ça je trouve toujours aussi très intéressant, comme Andao Jazz. Là, il y a aussi une autre création avec le mot jazz, entre le mot Vaku Jazana, donc les arts des ancêtres, et le jazz, pour dénommer, c'est ça, pour nommer ce genre de jazz, ce genre de fusion, dénommer ou nommer, je ne sais pas comment dire en français, nommer, oui. Donc, ils ont trouvé, par exemple, le groupe Chicha, qui est toujours connu jusqu'à aujourd'hui. Sur la soirée d'ouverture au IFM, on avait un de ces musiciens, Naivu, au saxophone, qui a joué aussi pour l'ouverture pour cette année pour Madagascar, qui faisait partie de ce groupe. Et là, j'ai retrouvé dans le journal Midi Madagascar une photo. On voit Naivu, il y a aussi Tatita Rabesson, il y a la Latine, il y a Toti, et bien d'autres musiciens de ce groupe Chicha, qui a trouvé le nom Vaku Jazz, ou je ne sais pas, il y a plusieurs groupes aussi, le Speedy Band avec Sami, avec d'autres musiciens qui ont utilisé ce mot Vaku Jazz. Mais il y avait aussi le groupe Solomiral. La famille était plutôt en Provence, on peut dire. Ils étaient à Diego, ils étaient à Batundasaka, ils étaient à Tamatave. Donc là, ça se voit vraiment qu'il y avait aussi plusieurs directions pour le jazz malgache, on peut dire. Parce que sur le Méral, ils sont inspirés beaucoup plus avec les genres traditionnels de la musique malgache. Et les musiciens ici à Tana, ils étaient beaucoup plus inspirés vraiment par les musiques occidentaux, déjà pour les animations, pour les balles, et aussi quand on parle du jazz. Mais après, voilà, tous sont revenus sur une certaine fusion. Mais quand on écoute leur musique, je pense qu'on entend aussi qu'il y a des influences différentes
dans leur musique, dans leurs inspirations pour leur musique. Oui, voilà. Voilà, c'est vraiment ça. Et voilà, je ne sais pas, parti un moment, mais voilà, j'ai dit que tu as commencé à parler de ça parce que ça commence vraiment là, même déjà avec le Jazz Club de Tananarive, qu'il y a cette interculturalité, ces fusions entre plusieurs genres de musique, entre plusieurs influences. Dans les années 80, le Speedy, c'est pas le seul endroit où le jazz est présent. Sami Angelano, par exemple, il a créé chez soi le Jazz Club Mamasna. Il y a aussi les centres culturels qui ont toujours continué à organiser des concerts, des concours. Il y a aussi le Jazz Club de l'Alliance française qui se crée dans ce temps-là. Et aussi de plus en plus au Centre Goethe, de plus en plus des événements de musique, et aussi les musiciens du jazz qui jouent là-bas. Et voilà, j'ai déjà parlé un peu de Waco Jazz. Et sur la photo avec Chicha, je viens de le dire, on voit la latine, on voit aussi Totti. Et je pense que, oui, quand on parle de jazz à Madagascar, et j'ai vu ça dans tous mes entretiens, on n'oublie jamais de mentionner ce nom-là parce que il est disparu trop tôt, mais il avait beaucoup d'influence sur le jazz à Madagascar. Et c'est pour ça que j'ai choisi un autre morceau qui va être interprété par notre musicien. Le titre c'est Caribou. Et ça, on retrouve qu'il y a des jeunes musiciens qui reprennent vraiment la musique de Totti aussi, parce que c'est assez connu, je pense, les années 80, la musique des années 80, et ce genre de fusion. Il y a pas mal des jeunes groupes qui s'inspirent avec cette musique-là. On retrouve par exemple aussi sur YouTube une interprétation de Rala Trio, un jeune groupe qui a fait une tournée en France avec Eric Manan. Et là, ça va être une interprétation de Rala Trio, je pense. Et donc voilà, bonne écoute. Merci beaucoup.
Donc voilà, quand on parle de la musique, là, ça se voit vraiment le caractère ternaire qui est derrière cette musique-là, vraiment l'inspiration avec la musique malgache. On a une certaine habitude de parler de 6-8 ou de 12-8 quand on parle de la mesure, mais ce n'est pas vraiment toujours ça quand on parle de la transcription de la musique. Le problème qu'il y a, c'est vrai pour tous les genres de musique à Madagascar, le bagas, le tsapik, le salek et d'autres genres de musique. C'est sûr que ces genres sont eux-mêmes aussi déjà des mélanges de musique. Là aussi, il y a souvent déjà des influences européennes ou d'autres influences africaines pour le tsapik aussi, un certain style de jouer la guitare plutôt inventé au Congo par exemple. Et donc voilà, il y a toujours cette mélange de plusieurs genres de musique. Et pour les transcriptions de ces musiques-là, on a décidé des fois de prendre la mesure de 6-8 ou 12-8, mais des fois il ne s'agit pas vraiment de cette mesure, des fois c'est une mesure 3-4, 4-4 même, mais il y a ce rythme ternaire derrière, voilà, qui est vraiment caractéristique de la musique malgache et qui rentre là avec ces compositions-là aussi dans le jazz malgache. Donc je vais essayer de parler un peu plus vite de l'histoire un peu plus récente parce que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà cette histoire très bien. J'ai décidé d'appeler les années 90-2000 démocratisation du jazz parce que voilà, ça commence à se diffuser un peu plus. C'est sûr que ça reste toujours dans des cercles des mélomanes et c'est sûr que le jazz n'est pas toujours très accessible jusqu'à aujourd'hui. Il existe toujours, c'est sûr, certaines barrières sociales aussi pour accéder au jazz. Mais je pense qu'on peut parler un peu d'une certaine démocratisation du jazz dans les années 80 parce qu'il y a de plus en plus de groupes de jazz qui se créent. Il y a aussi, à partir du Jazz Club à l'Alliance française, Jazz Club AFT, la création de Jazz Atana qui devient le Madagascar. Et donc c'est grâce à ça qu'on est là aujourd'hui, parce qu'il y a la création de Madagascar là, dans cette époque-là. Il y a aussi des nouveaux groupes qui se forment. Une des groupes les plus connus, je pense, le groupe de Silo et aussi, par exemple, Setara Marathon, STF, qui se crée dans les années 90 aussi. Il y a aussi, grâce à l'ouverture politique et sociale dans cette époque, de plus en plus de stations de télé et radio qui se créent. Donc aussi, par exemple, Radio RLI. Et parce que, voilà, il y a cette ouverture aussi pour, quand on parle des médias, Radio RLI à un certain moment a décidé de devenir vraiment un radio jazz et donc qui a aussi apporté beaucoup de choses en tant que médiateur culturel, on peut dire, pour le jazz Atana, à côté des centres culturels, à côté de Madagascar et tout ça. Et donc voilà, de parler des années d'or, c'est peut-être un peu trop, mais quand je parle avec les musiciens, j'ai appelé ça les années d'or, mais avec une question, parce que les musiciens me disent oui, quand même dans les années 2000, début 2010, il y avait beaucoup plus des occasions à jouer de jazz qu'aujourd'hui. C'est sûr que tout le monde sait ça très bien, la période Covid, c'était une coupure pour la culture, aussi pour le jazz. Mais il y avait une certaine époque, il y avait plus de restaurants ou bars pour jouer du jazz, il y avait plus d'événements réguliers aussi. Il y avait aussi le tremplin qui était un grand événement aussi pendant le Madagascar avec des ateliers. Et donc il ne faut pas oublier de citer aussi Désiré Rasafindrasaka qui était le président de Madagascar pendant longtemps, et aussi Azara Valuson qui a créé, je pense, le tremplin Madagascar en association avec Désiré, et qui a donné toujours des ateliers aussi pour les jeunes musiciens. Et tous les groupes qui sont assez connus aujourd'hui, tu as déjà cité Viver Trio, quand on va
aussi Madin Voyage par exemple, ou bien d'autres groupes qui sont assez connus maintenant dans le monde du jazz à Tana. C'est vraiment là, je pense que voilà, c'était leur tremplin, le tremplin du jazz de Madagascar, le Jazz Club CGM qui se crée en 2009, aussi le Jazz Tutupat qui contribue aussi à cet développement de faire connaître le jazz aussi à un plus grand public. Et donc c'est pour ça que voilà, je parle des années d'or, parce que ça se diffuse quand même. Il y a de plus en plus de musiciens et personnellement j'étais étonné quand je suis venu la première fois au Jazz Club CGM qu'il y a autant de musiciens qui viennent là-bas, jeunes musiciens qui viennent là-bas. C'est sûr qu'il y a beaucoup qui viennent au Jazz Club pour apprendre des techniques. Le jazz c'est aussi un tremplin pour s'améliorer comme musicien, je pense. C'est pas qu'on a toujours envie de jouer les standards ou voilà, de rester sur les jazz fusions, mais on peut s'améliorer techniquement et le jazz ça fait partie aussi de ça, je pense, pour beaucoup de jeunes musiciens. Et j'étais étonné que voilà, ça reste toujours intéressant de se lier au jazz comme musicien, même si on a toujours l'intérêt d'avancer la musique, ça c'est sûr aussi. Et quand on écoute les créations des groupes voilà, comme Viva Trujillo, comme Madin Voyage, ça se voit qu'il reste toujours cet intérêt de fusionner la musique malgache et le jazz, mais dans une façon très très moderne. Et donc je pense qu'il y a quand même un certain avenir aussi pour le jazz à Madagascar. Il y a aussi des groupes qui jouent sur des festivals internationaux. Ça reste toujours difficile, c'est sûr, vu les conditions sociales, politiques à Madagascar, mais pour moi, c'était impressionnant de voir des musiciens avec un tel niveau et qu'il y a toujours des efforts pour se faire connaître comme musicien, même à l'extérieur, qu'il y a toujours les efforts avec Madagascar jusqu'à aujourd'hui. Et donc voilà, malgré toutes ces conditions, il y a toujours ces passionnants de jazz, les médiateurs culturels, les musiciens, les journalistes qui font partie de ce petit monde de jazz ici à Tana, ici à Madagascar. Et j'ai pas cité beaucoup de musiciens, beaucoup de groupes, et je m'excuse pour ça, mais je pense que tous les musiciens savent très bien que j'apprécie beaucoup ce qu'ils font, j'apprécie beaucoup ce qu'ils font tous les gens qui sont actifs dans le jazz, dans le monde du jazz ici. Et donc, il ne faut pas les oublier, mais on ne peut pas tous les citer aujourd'hui. Mais je suis arrivé à la fin de mon présentation. Et donc, voilà,